en général, c'est la remarque que je faisais tout à l'heure, le rôle de plus en plus central qu'a pris l'ordinateur, les moyens de calcul qu'on qualifie de super-ordinateurs en sciences, et notamment en cosmologie, mais bien au-delà, pour la prédiction, pour la compréhension, la prédiction du climat, pour la sismologie, pour la mécanique des fluides, pour la prédiction aussi certains aspects en sciences de la vie, en sciences des matériaux, dans énormément de domaines. Le calcul scientifique intensif joue un rôle fondamental, donc peut-être que j'aurai l'occasion aussi de donner quelques remarques là-dessus. Donc comme je le disais, le premier aspect, d'abord, interrogeons-nous sur en quoi le problème de l'énergie noire est-il relié à les principes fondamentaux de la cosmologie et même plus de la physique. Donc d'abord, regardons quels sont ces principes. Et c'est toujours intéressant de voir quels sont ces principes parce que ça organise aussi le questionnement. Il ne s'agit pas de... Nous ne sommes pas dans une démarche qui consiste seulement à essayer d'expliquer des observations. Nous sommes dans une démarche, selon moi, c'est peut-être un défaut de théoricien, à essayer d'interpréter plus généralement, d'élaborer une certaine conception du réel, une certaine conception de l'intelligibilité de l'univers. Donc c'est basé ceci sur des principes dont on peut tirer un certain nombre de conséquences. On peut ne pas être d'accord avec ces conséquences, mais il est important de savoir qu'ils découlent de principes, parce que contester une des conséquences, c'est contester le principe. Et contester le principe, c'est souvent beaucoup plus difficile que de contester qu'une petite conséquence. Pour vous donner un exemple, c'est l'existence d'une singularité dans l'histoire de l'univers, de ce qu'on appelle le Big Bang, l'existence d'un point de temps zéro, de temps qu'on peut appeler le temps zéro, duquel serait émergé l'univers. En principe, je ne sais pas s'il existe un Big Bang, mais ce que je sais en tout cas, c'est que dans une description de type relativiste, dans un cadre de relativité générale d'Einstein, on ne peut faire autrement que d'avoir cette singularité. Donc si par exemple, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas dire que je suis en relativité générale avec certaines hypothèses, mais je ne crois pas au Big Bang. Non, c'est pas possible. Le Big Bang, dans ce cas-là, il existe. Si je dois le contester, il faut que je trouve un moyen de construire quelque chose qui va effectivement au-delà de la relativité générale. Donc on ne peut pas contester n'importe quelle conséquence. Il faut aussi savoir que ces conséquences résultent de principes fondamentaux. Et ce qui est le plus étonnant et le plus remarquable aussi, c'est que ces principes, la plupart du temps, peuvent correspondre à un fait d'expérience particulièrement simple. Le premier, c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Qu'est-ce que traduit le principe d'équivalence, qui est à la base de toute la physique, même si on ne le signale pas à chaque fois? C'est l'identité entre deux masses éventuelles de nature différente. On parle souvent de la masse d'un corps, c'est-à-dire essentiellement la quantité de matière que représente ce corps, mais en réalité, en toute généralité, il pourrait exister deux formes de nature de masse. Comme il existe, par exemple, pour un corps, une charge électrique, et vous prenez un électron ou un proton ou n'importe quoi, il a une charge électrique, mais il a aussi une masse. La charge électrique, c'est sa capacité à réagir à l'application d'un champ électrique. Vous imposez un champ électrique, une particule avec une certaine charge électrique va réagir d'une certaine façon. La masse, c'est sa capacité, lorsqu'on lui applique une force, dans ce cas-là, à se mettre en mouvement. Et ça ne choque personne de dire que la charge électrique n'a rien à voir avec la masse d'un corps. La charge électrique d'un électron n'a aucune raison d'être égale à la masse de l'électron. Dans le cas de la matière, de la masse, il y a une petite confusion parce que ce qui joue le rôle de la charge, non plus cette fois électrique, mais gravitationnelle, et ce qui joue le rôle de la masse standard, qu'on va appeler masse inertielle, sont tous les deux des masses qui en principe pourraient être différentes. La masse inertielle, donc, comme je commençais à le dire, c'est la capacité d'un corps, la quantité de matière qu'il représente, à résister à la mise en mouvement. J'applique une force, si la force est d'une amplitude donnée, je vais pouvoir déplacer ce verre, mais si c'est la même force, je ne déplacerai pas un camion, par exemple. Il faudra une force beaucoup plus importante. Donc la masse, c'est que plus la masse inertielle est importante, plus elle résiste à la force, donc c'est pour ça inertielle, mise en mouvement, que je vais lui appliquer. Et la masse gravitationnelle, c'est la charge gravitationnelle, c'est-à-dire la capacité d'un corps à réagir dans un champ de gravitation. J'ai un corps, maintenant, si je le lâche, si je lâche ce gobelet, il va tomber par terre, il va tomber sur le sol, parce qu'il est attiré par le champ gravitationnel de la Terre, créé par la présence de la Terre. De la même façon, la Terre
tourne autour du Soleil parce qu'elle est déterminée par le champ gravitationnel du Soleil, etc., etc. Il se trouve, et on l'a remarqué depuis plusieurs siècles, Galilée l'avait déjà remarqué, ces expériences fort probablement mythiques, n'ont pas été réalisées dans ce sens, mais peu importe, de la chute de boules de nature différente. Je crois qu'à Galilée, on attribue des boules en plomb et des boules en bois, je crois, deux corps, les corps ont une masse inertielle et une masse gravitationnelle qui est la même. C'est-à-dire que tous les corps, quelle que soit leur nature, que ce soit du plomb ou du bois, mais quelle que soit leur forme, quelle que soit leur densité, quel que soit tout ce que vous pouvez imaginer caractérisant un corps, tombent de la même façon, évidemment, dans le vide. Si on est dans l'air, il y a des effets supplémentaires dus à la poussée d'Archimède, dus à la présence de l'air qui vont changer les conditions, mais dans le vide, tous les corps tombent de la même façon. C'est une conception qui n'était pas du tout la conception des anciens. Chez Aristote, justement, il étudie la différence entre un gland et une feuille de chêne. Et il pense, et justement, il n'a pas eu cette capacité, on peut dire, à extrapoler une situation immédiatement sensible, immédiatement observable de la chute d'un gland, d'un chêne et d'une feuille de chêne. Parce qu'il n'était pas dans le vide, il a construit toute une conception de la chute des corps, si l'on peut dire, où les corps ne tombaient pas de la même façon. En réalité, effectivement, les corps tombent de la même façon. Une autre façon de le dire, c'est de dire que leur masse inertielle, leur mise en mouvement, ou leur masse gravitationnelle est la même. C'est d'ailleurs un des éléments, un des faits scientifiques, physiques, qui est testé avec quelques situations en mécanique quantique, avec la plus haute précision en physique aujourd'hui. Dès le 19e siècle avec Edvos, mais ensuite avec Dicke et d'autres chercheurs, cette fois-ci soviétiques, russes, aujourd'hui russes, soviétiques à l'époque, on a testé l'identité, l'égalité entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle à 10-12 près, c'est-à-dire 1000 milliardièmes près. C'est-à-dire que le corps a une masse, il y a un écart de 1000 milliardièmes entre sa masse inertielle et sa masse gravitationnelle. Il y a tout un ensemble de projets qu'on appelle les projets STEP, Satellite Test ou Spatial Test of Equivalence Principle, donc le test du principe d'équivalence, identité entre ces deux masses, sur des expériences spatiales pour essayer de tendre vers une vérification du principe d'équivalence à 10-17. Ce principe est absolument essentiel parce que fondamentalement, en termes simplement conceptuels, il est le seul et unique, et absolument unique, nécessaire pour construire la relativité générale. Parce que, alors que ce fait, identité entre masse inertielle et masse gravitationnelle, était tout à fait fortuit en mécanique classique, chez Galilée, chez Newton, etc., il ne prend sens qu'en relativité générale. Et c'est justement le saut conceptuel qui est fait de donner sens à cette égalité. Galilée le savait, mais ne comprenait pas le sens, c'était fortuit. Einstein lui a donné sens. Et pour cela, il a énoncé ce qu'on appelle le principe d'équivalence, qui est général, qui est de dire tous les corps tombent de la même façon. Lorsqu'on y regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte qu'il faut distinguer les corps suivant leur nature et éventuellement suivant l'énergie gravitationnelle qu'ils rassemblent, essentiellement s'ils sont très denses ou très massifs. Par exemple, lorsqu'on va parler du mouvement de la Lune par rapport au Soleil, par rapport au mouvement de la Terre par rapport au Soleil. L'énergie gravitationnelle de la Lune, qui est un corps massif, un astre massif, est assez important. Elle domine dans l'énergie de ce que représente la Lune, et elle domine dans l'énergie de ce que représente la Terre par rapport à d'autres énergies, nature électromagnétique ou autres. Mais dans des corps comme ce gobelet et cette bouteille, et vous connaissez sûrement, vous avez vu le film IMD maintenant sur le net, sur YouTube, l'expérience de l'astronaute sur la Lune qui fait tomber un marteau et une feuille et une plume, et on voit que les deux tombent exactement de la même façon. Il vérifie effectivement ce fait. Mais si on distingue, si on rentre un peu dans le détail et on se dit peut-être que c'est bien vrai que tous les corps tombent de la même façon, mais à condition qu'ils soient de la même nature, mais que s'ils n'ont pas la même énergie gravitationnelle, on va distinguer ce qu'on appelle le principe d'équivalence faible ou principe d'équivalence d'Einstein, je ne rentre pas dans la nuance, et le principe d'équivalence fort. La conséquence immédiate, c'est que lorsque l'on relaxerait, lorsque l'on violerait le principe d'équivalence fort et pas le principe d'équivalence faible, une des conséquences premières qu'on aurait, c'est que la constante de Newton, constante fondamentale dans la nature, ne serait plus une constante. Ce qui veut dire, en termes concrets, que les corps ressentiraient la gravité différemment en différents points de l'univers, même si le champ gravitationnel serait le même. Le fait de
négliger tout ceci, et c'est ce que fait la relativité générale, de supposer, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur structure, quelle que soit leur forme, et quelle que soit donc de façon supplémentaire leur énergie gravitationnelle, il tombe de la même façon, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. La traduction mathématique de ce principe d'équivalence, c'est ce qu'on appelle le principe de covariance. Ça fait que, c'était déjà indiqué sur le transparent précédent, on identifie en fait effet de gravitation et effet d'accélération. Vous connaissez aussi l'expérience célèbre d'Einstein, qui consiste à supprimer un effet de chute des corps sur la Terre par le mouvement d'un ascenseur opposé. C'est-à-dire, je me déplace dans un ascenseur qui monte avec une accélération semblable à l'accélération gravitationnelle, et je suis justement en apesanteur dans l'ascenseur, etc. Lorsque je veux construire alors une théorie qui tient